La République de Platon, introduction du traducteur Robert Bakou, suite. 2. Les grandes divisions du dialogue. Un ouvrage aussi long que la République devait être à l'origine divisé en plusieurs parties. Malheureusement, nous ne connaissons pas cette division primitive. La division en 6 livres adoptée dans l'Antiquité est due probablement à Aristophane de Byzance, et celle en 10 livres que nous a conservé le Moyen-Âge et qu'ont suivi les éditeurs modernes au philosophe et grammairien Thrasyle. Toutes les deux sont artificielles et témoignent simplement du souci qu'avaient leurs auteurs de répartir le texte du dialogue en portions à peu près égales. Mais, pour bien saisir le sens du chef-d'œuvre de Platon, il faut en connaître l'économie générale. Faisant abstraction des divisions traditionnelles, la critique moderne y a discerné, d'après les sujets traités, 5 parties principales. Petit a, le livre 1 est une sorte de prologue au cours duquel le problème de la justice est posé dans ses termes les plus simples, tel qu'il apparaît dans les transactions de la vie courante. À ce problème, on propose diverses solutions, celles des honnêtes gens, celles des sophistes, etc., mais c'est tâche aisée de démontrer leur insuffisance. Il convient donc d'avoir recours à une méthode plus exacte. Petit b. Les livres 2, 3 et 4 ont pour objet de définir la justice en l'étudiant dans la cité parfaite. Or, comme on ne trouve une telle cité ni dans l'histoire ni dans la réalité présente, il faut la fonder de toutes pièces en imagination. Petit c. Cela fait, on étudiera le détail de son organisation, son gouvernement, les qualités requises de ses magistrats, et l'on établira pour la formation de ces derniers un plan complet d'éducation. Livres 5 à 7. Petit d. Mais les avantages de la justice ne prendront tout leur prix que s'ils sont opposés aux maux qui naissent de l'injustice. Après avoir décrit la cité juste, il est donc nécessaire de jeter les yeux sur les cités injustes et d'étudier les maux qui, à travers une série de chutes, conduisent ces cités à la ruine. Dans l'âme humaine, ces maux ont les mêmes causes et provoquent les mêmes déchéances. Livres 8 et 9. Petit e, la justice étant inséparable de la science, il convient de condamner sans retour la poésie et les arts, qui ne nous montrent des choses qu'une vaine image et nous trompent sur leur être véritable. Après avoir joui du bonheur que procure la possession de la sagesse en ce monde, l'âme juste recevra aux champs élyséens des récompenses dignes de sa nature et poursuivra dans la voie ascendante son immortelle destinée. Livre 10. La discussion s'engage sur le plan de l'opinion commune pour s'élever bientôt à celui de la psychologie et de la morale, puis de la métaphysique, et se terminer par un tableau mythique de la vie qui commence au seuil du tombeau. 3. Les personnages. Le long entretien qui forme la République et que Socrate rapporte d'un seul trait est censé avoir eu lieu au Pirée, dans la maison de Céphale, vers 410 avant Jésus-Christ. Le début du Timée nous apprend que le narrateur s'adresse à Timée, Critias, Hermocrate et un quatrième personnage qui n'est pas nommé. Le débat qu'il retrace aurait eu pour protagonistes Céphale, Polémarque, Thrasymachus, Adimante, Glaucon et Clitophon, et pour auditeurs muets Lysias, le célèbre orateur, Eutydème, Carmantide de Péanée et Nicérate, fils de Nicias. Le riche vieillard Céphale, chez qui se trouvent réunis les amis de Socrate, est le père de Polémarque, de Lysias et d'Eutydème. Étranger domicilié et par conséquent exclu de la vie politique athénienne, il partage ses derniers jours entre de sages entretiens et le culte des dieux, se préparant à bien mourir pour mériter les récompenses qui, dans le royaume d'Hadès, sont réservées aux honnêtes gens.
Polémarque, dont le caractère fier et généreux ne trahit point le nom, a d'abord étudié la rhétorique avec son frère Lysias, sous la direction de maîtres célèbres, Tisias, Nicias et peut-être Gorgias. Mais cet art superficiel, qui conçu à la manière des sophistes ne mérite même pas le nom d'art, l'ayant bientôt déçu, il a décidé de se consacrer à la philosophie. Ami de Glaucon, d'Adimante et de Platon, il est alors devenu l'un des plus fidèles auditeurs de Socrate. Par malheur, sa carrière qui eût pu être brillante devait se terminer brutalement 5 ans avant la mort de son maître. En 404, les 30 à la tête desquels se trouvait Critias, l'infidèle disciple de Socrate, le condamnèrent, en même temps que Nicérate, à boire la ciguë. Son frère, l'orateur Lysias, vengea plus tard sa mémoire dans un éloquent discours contre Ératosthène, l'instigateur de cette inique condamnation. Le premier livre de la République est dominé par la curieuse figure de Thrasymachie. De ce personnage, plusieurs auteurs de l'Antiquité parlent avec estime. Néanmoins, comme il ne nous renseigne guère sur son vrai caractère, il nous est difficile de le juger autrement que par le portrait qu'en trace Platon et qui est, on doit l'avouer, une charge à peine déguisée. Originaire de Chalcédoine en Bithynie, il était venu de bonne heure à Athènes, où après avoir été l'élève des sophistes, il s'établit comme sophiste lui-même. Sa clientèle devait être nombreuse et ses leçons appréciées, car il ne tarda pas à jouir d'une renommée considérable. Pour les besoins de son enseignement sans doute, il composa plusieurs traités, une rhétorique ou grand art, mégalé techné, des modèles oratoires, aphormai rhetoricae, des discours délibératifs, sumbelot kai logoi, et un ouvrage sur les précédences, Hyperballontes. Il ne nous reste de tout cela que des fragments insignifiants dont un seul mérite de retenir l'attention. C'est un assez long extrait d'un modèle de discours politique. Le style en est soigné, sans vaine éloquence, mais aussi sans grande originalité. Quant au fond, il ne se distingue en rien des lieux communs oratoires de l'époque. L'auteur déplore les malheurs de son temps qui obligent les jeunes citoyens à sortir de la réserve où se tenaient leurs ancêtres et à s'occuper activement des affaires de la cité. Ces malheurs ne doivent être imputés ni aux dieux ni à la fortune, mais au seul magistrat. Il faut donc rompre le silence, car il est stupide ou patient à l'excès celui qui fournit au premier venu les moyens de lui nuire ou endosse la responsabilité de la perfidie et de la méchanceté d'autrui. L'abondance des biens rend les autres peuples insolents et fait naître chez eux la sédition. Les Athéniens, au contraire, sages dans la prospérité, perdent la raison dans l'adversité. En ces heures graves, les sentiments que révèle le langage des hommes publics sont ceux que doivent nécessairement éprouver des ambitieux dépourvus de science. Croyant soutenir des thèses contraires, ils ne s'aperçoivent pas que leur conduite est identique et que le discours de l'un est enfermé dans le discours de l'autre. Examiner dans son principe, ajoute l'orateur, ce qu'ils cherchent tous. La cause première de leur débat est la constitution de la patrie. Elle est pourtant bien facile à connaître et commune à tous les citoyens. Dans les questions où le savoir présent est en défaut, il convient de consulter la tradition, de se renseigner auprès des vieillards qui savent. En somme, ce discours, quoique légèrement teinté de sophistique, développe des idées sages et modérées. Mais comme il ne s'agit que d'un exercice d'école, on ne saurait sans témérité attribuer ces idées à Thrasymachie lui-même. Denis d'Halicarnasse, qui nous l'a conservé, ne le cite d'ailleurs point en raison de son contenu, mais simplement comme modèle de style mixte ou intermédiaire entre le style simple et le style élevé. Selon Théophraste, Thrasymachie serait l'inventeur de ce troisième genre de diction, qu'Isocrate devait assouplir et porter à une si haute perfection. Le premier, il aurait parcouru toutes les cordes du système entier de l'harmonie oratoire.
On admirait, paraît-il, dans ses ouvrages cette élocution qui resserre les pensées et les arrondit, et en qui réside la vertu propre de l'éloquence. Thrasymachus, dit Denis, est pur, subtil, riche dans l'invention et habile à s'exprimer avec précision et recherche. Que faut-il penser de cette appréciation ? Son auteur, qui admirait sans réserve l'élégance un peu froide de Lysias et ne craignait pas de déclarer que Platon, excellent lorsqu'il reste simple, se révèle médiocre quand il vise au sublime, n'est certes pas un juge très éclairé. Toutefois, l'éloge qu'il fait de Thrasymachus, bien qu'exagéré, doit contenir une part de vérité, puisqu'Aristote place le Chalcédonien entre Tisias et Théodore parmi les créateurs de la rhétorique, et que Cicéron rapporte qu'on le considérait avec Gorgias comme l'un des premiers orateurs qui assemblèrent les mots avec un certain art. Platon lui-même n'a pas nié l'habileté du sophiste qu'il nous présente dans la République sous les traits d'un prétentieux fanfaron. Il excellait, dit-il, dans le Phèdre à soulever la multitude puis à la calmer comme par enchantement. Nul ne savait mieux que lui lancer ou repousser une accusation, et il était passé maître dans l'art d'exciter la compassion des juges en faveur de la vieillesse et de la pauvreté. C'est sans doute en raison des ressources de son éloquence et de sa ruse qu'il reçoit le nom d'Ulysse dans le même dialogue, tandis que Gorgias reçoit celui de Nestor en raison de sa gravité. Sa méthode n'est pourtant pas, selon Platon, la vraie méthode de la rhétorique, laquelle se fonde sur une exacte connaissance de l'âme. Non plus qu'aucun autre sophiste, il n'a droit au titre de rhéteur. C'est un homme intéressé, un chasseur de jeunes gens riches, un négociant en matière de science, pourrait-on dire, en lui appliquant la définition que le philosophe donna plus tard de ses pareils.